L'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Je sais qu'au cabinet, certains d'entre vous font tout ce qu'on va proposer, le trait de A à Z, puis d'autres, rien du tout. C'est très variable au niveau des sutures, des plâtres, investigations radiologiques. On a choisi 4 thèmes. On vous propose prise en charge de docteur, je me suis tordu un doigt, docteur, j'ai le doigt rouge au bout du doigt, j'ai mal au poignet, puis on suspecte une fracture du scaphoïde et les plaies. On va aller directement au point clé des prises en charge et des pièges, laisser le maximum de temps pour les questions en fonction de vos intérêts. Idéalement, à la fin de ces 45 minutes, pour ces 4 groupes, on se dit, voilà, qu'est-ce qui est recommandé sur des bases scientifiques pas très solides, il faut le reconnaître, et puis quels sont les pièges vraiment à connaître et à éviter, et puis s'il y a un doute, nous référer au centre de la main. On commence par, je me suis tordu un doigt. Si vous prenez votre index gauche et vous le regardez latéralement, il y a différentes structures qui peuvent être impliquées dans un doigt tordu ou non torse. Alors évidemment, les ligaments collatéraux, la plaque palmaire, c'est ce à quoi on pense. Il y a un grade 1, 2, 3. Est-ce que c'est une distension microscopique? Est-ce qu'il y a déjà des ruptures partielles, un stade 2 ou rupture complète? Mais il faut aussi penser qu'au niveau de l'extenseur, ça peut être complètement rompu, typiquement dans les luxations palmaires. Au niveau de l'os, il n'y a pas de moyen clinique de différencier une entorse ou une fracture, comme on l'a par exemple dans la cheville. Mais au niveau d'un doigt, il y aura à chaque fois une radiographie, si possible en profil strict, en face stricte, pour exclure une fracture de la lèvre. Soit c'est une toute petite avulsion, et puis ça on le considère comme une entorse, c'est simplement la plaque palmaire qui, lors d'une hyperextension, attire un petit bout d'os, on le traite comme une fracture sévère, une entorse sévère, ou alors au contraire les fractures par impaction qui vont prendre l'articulation, et certaines sont stables, traitement conservateur, mais d'autres, on va voir, peuvent se subluxer et avoir des escaliers articulaires. Donc la radio est nécessaire pour exclure ces atteintes osseuses de la lèvre palmaire. Le tendon fléchisseur, on le considère dans les entorses IPD, interphalangiennes distales, avec l'impossibilité de fléchir complètement. Il faut suspecter un Josephinger avec avulsion du tendon fléchisseur. Juste savoir que ça existe, on n'a pas de plaie, mais le tendon fléchisseur est complètement désinséré de P3, et ça, c'est toujours une chirurgie à proposer si on veut récupérer une flexion de la dernière phalange. Voilà, pour dire qu'il n'y a pas juste des ligaments, il y a des structures autour. Pourquoi les radiographies sont obligatoires? On l'a évoqué. Ici, un exemple de subluxation dorsale après une perte de ce bec palmaire qui va permettre à la P2 de partir en dorsale. Donc, subluxation dorsale, on voit un V dans la partie dorsale de l'articulation IPP. Ce V est à rechercher sur les radios. On cherche deux choses. La congruence, donc le côté lisse de l'articulation, voir s'il n'y a pas un escalier. Ici, clairement, il y a une impaction de la lèvre palmaire, et puis ce V par subluxation dorsale. Jamais accepter les mauvais profils, parce que ça ne sert à rien. Soit c'est un bon profil, soit c'est comme si on n'avait rien fait. Et on passe à côté de subluxation ou de fracture articulaire si on accepte les obliques. Le traitement, en général, on veut bouger dès que possible, mais en protégeant. Donc il y a deux choses à protéger. Un, c'est le ligament collatéral qui a été rompu pour éviter que le doigt parte latéralement. Donc syndactylie au doigt qui va protéger le doigt lésé. Donc évidemment, si on veut éviter que ça parte vers ulnaire, on va l'attacher au doigt qui est plus radial. Donc syndactylie. Soit vous avez des petits velcro, soit vous tapez. Et puis la durée va dépendre de la sévérité de la laxité initiale et de la douleur. Mais il faut bouger, si possible, complètement, mais en fonction de la douleur, ça peut prendre 5 à 7 jours jusqu'à ce que la mobilité soit reprise. Deux types d'attelles pour éviter deux complications. La première, celle que vous voyez tout en bas, c'est une attelle d'extension qu'on peut porter la nuit, parce que très rapidement, ces patients, ils ont mal, ils restent en flexion, ils vont bien sur la flexion, mais ils n'arrivent pas à aller jusqu'en haut sur l'extension. Si on veut éviter un flexum antalgique qui est après difficile de récupérer quelques mois après, ça peut prendre des mois après pour retrouver l'extension, juste proposer que la nuit, il rajoute une petite attelle en rectitude. Dès qu'il y a un petit flexum qui s'installe, dès que le patient n'arrive pas à aller jusqu'en rectitude, une attelle nocturne, et puis une attelle en 8, comme vous le voyez sur l'illustration du milieu,
pour éviter que le doigt parte trop derrière, surtout chez les patients hyperlaxes. Mais en général, c'est plus un problème de flexum que de récurvatum. On a une dernière attelle possible, ça c'est plutôt dans les fractures luxation, où c'est stable, 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 stable. Puis tout à coup, on arrive à un certain degré de rectitude, puis paf, il part derrière. Bon, on rajoute 15 degrés, et puis on laisse plier complètement, mais c'est une IPP stop, donc il ne va pas pouvoir aller plus haut, puis 10 degrés par semaine, on le remet de plus en plus en rectitude. Ça, c'est le traitement conservateur des fractures luxation. Je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire pour vous, mais juste syndactylie, et puis une attelle en rectitude la nuit. Les pièges raideurs, donc bouger le plus vite possible en fonction de la douleur, ça ne sert à rien de le brusquer parce qu'ensuite l'inflammation peut devenir vraiment sévère. Hein. Il faut déjà l'avertir que pendant 3 mois, voire 6 mois, ce doigt il va rester fusiforme et puis que même à vie, il y a des bagues qui ne peuvent plus être mises. Le flexor, on en a parlé, donc dès que possible, la nuit en tout cas, aller chercher le 0 degré. Je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous font des réductions de luxation, donc anesthésie locale, on remet les segments osseux en place. Le message, c'est que si on a fait ça, il faut s'assurer, une fois que c'est remis en place, que la mobilité passive est complète. Il ne suffit pas juste d'avoir restitué les os à leur place, il faut être sûr qu'il n'y a pas quelque chose qui est incarcéré, sinon on est content, on bloque, et puis, quand on lève l'immobilisation, ben, le patient ne bouge pas parce qu'il y a un tendon, il y a un ligament, il y a une plaque palmaire qui est dedans. Il faut s'assurer que c'est libre après l'anesthésie locale. Incompétence chronique, la plaque palmaire, donc ça part en récurvatum, surtout pour le pouce. Donc les patients hyperlaxes, il faut leur empêcher, des fois 6 semaines, 8 semaines, de partir trop derrière. Rupture de la bandelette médiane, on en a parlé, c'est dans les luxations palmaires, c'est structure dorsale qui va sauter. Puis c'est pas tout de suite visible parce que les bandelettes latérales peuvent faire le job. Puis ensuite, on a une boutonnière qui s'installe. Ça a l'air tout con, mais c'est quasi impossible à restituer complètement. Dans boutonnière, c'est des reconstructions extrêmement délicates parce qu'on doit faire bouger ses tendons, mais fixer assez solidement. Donc la chirurgie est techniquement compliquée dans la rééducation aussi qu'on va mettre par la suite. Donc prévention de ces boutonnières, diagnostiquer les bandettes médianes. Typiquement, luxation palmaire, il faut pouvoir exclure. On a des moyens cliniques ou échographiques de les diagnostiquer. On en a parlé sur luxation dorsale avec la radio que je vous ai montrée. Je ne sais pas si on fait les questions maintenant, après chaque... Ouais. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qui a été dit ou d'autres choses sur les fractures de doigts? On va essayer d'avoir du temps à la fin, mais juste là, c'est quelque chose qui est brûlant. Ceux qui sont en ligne, où on passe au... Il n'y a pas de questions, d'accord. Ok. Sinon, on passe aux autres sujets, puis à la fin, si on a du temps pour discuter. Parfait. Docteur G, le doigt tout rouge, évidemment distinguer l'infection palmaire, qu'on appelle panarie, d'une infection dorsale, autour de l'ongle, qu'on appelle paronychie. On va traiter aujourd'hui juste la paronychie. Le panarie, il peut être traité conservativement avec des antibiotiques dans les stades débutants. Et ensuite, quand il y a un syndrome de Loge, il faut savoir que le pli interphalangien, il est comme une porte qui bloque l'infection, qui bloque l'œdème. Donc il y a une sorte de syndrome de Loge qui se fait dans la pulpe. Et ça, en général, ça a besoin d'une intervention chirurgicale pour être drainé. On va parler de la paronychie. Il y a des étapes dans le traitement. Il y a peu de littérature solide, c'est des avis d'experts, mais en gros, si on veut simplifier, dans les stades tout débutants, motivez vos patients à tremper 4 fois par jour. C'est long, c'est 10 minutes dans un bain chaud, si possible désinfectant, 4 fois par jour. C'est tout bête, mais si on le chope précocement, si on lui fait aussi des recommandations sur l'arrêt de mordre les petites peaux, en général c'est ça, des bains trop dans l'eau, mordre les petites peaux, sécheresse cutanée sur des produits irritants, tout ça c'est au niveau de la prévention. Puis dès qu'il y a une rougeur, tremper 4 fois 10 minutes. C'est fastidieux. Il faut prendre un petit verre, il faut mettre de l'eau chaude, bétadine ou chlorhexidine. Il faut que ce soit chaud pour que ça dilate, que ça permette vraiment à la circulation de revenir, un drainage de se faire, et puis désinfectant. 4 fois 10 minutes. Oui.
Moi, je prescris beaucoup le daquin, mais si on met de la Oui, bétadine, c'est un tiers, un quart. à la moitié. On peut mettre de l'eau chaude du robinet, vraiment très chaude, et puis avec moitié de bétadine. Ouais. Le taquin, c'est aussi possible. Le petit problème, c'est qu'après quelques jours, la peau elle devient très sèche, puis ça peut être source de fragilisation de l'épiderme et entrée de germes. Voilà pour le premier stade, je trempe. Puis, oui. Entre les pains, il faut mettre quelque chose localement. Voilà. Voilà. Les Américains, ils aiment bien les pommades antibiotiques. On peut utiliser de la longan bétadine, mais ça nécessite après un pansement. Donc, il faut que le patient il ait ce qu'il faut, et puis il faut qu'il fasse le pansement en chaque bain. Donc tout au début, on peut faire les bains. Après, effectivement, soit des crèmes antibiotiques, soit de la bétadine onguent. Ça, c'est les premiers stades. Oui, oui, comment? Istiolan, c'est un produit goudronné qui est aussi proposé. Donc istiolan, antibiotiques, iode, quelque chose de local qui permet. Il faut savoir que ces germes, ils sont entrés par la cuticule qui a été fractée. Donc l'autre chose, c'est pas de manucure. Hein. C'est des patients ont tendance à faire des paronychies. Pas de manucure. Laissez la cuticule, même si ça fait un ongle un tout petit peu moins long, mais on s'en fiche. Cette cuticule-là, c'est vraiment la barrière entre l'extérieur et l'intérieur. Et puis les germes, ils rentrent toujours par là. Et on va en parler pour la chirurgie, ils devraient toujours sortir par là. Donc, en général, c'est des germes tout à fait fréquents. S'il y a une partie verdâtre, on va suspecter le pseudomonas, on va plutôt prescrire de la cipro. Tant que l'abcès n'est pas formé, les bains, et puis si la rougeur augmente et qu'on a l'impression que ce n'est pas encore collecté, certains proposent même un traitement Péros. Augmentin ou d'alacine pour les traitements Péros. Une fois que l'abcès est là, une fois que c'est collecté, il y a un test qui a été décrit de presser en fait contre une table ou contre son pouce. Puis si la tuméfaction devient blanchâtre, on suspecte qu'il y a un abcès en profondeur. Dans ce cas-là, c'est un abord qui est au départ à gauche. Dès que c'est collecté, l'idée c'est de permettre à l'abcès qui s'est accumulé entre le lit, entre la tablette et la peau, soit latéralement, soit sur le repli cutané dorsal, de revenir à l'extérieur. Donc ça a été décrit sans anesthésie locale, juste en soulevant comme ça, en général on a un peu d'anesthésie locale, soit avec une aiguille, soit avec un bistouri, de juste recréer l'espace. Puis une fois qu'on l'a recréé avec un instrument mousse, soit un petit mosquito, soit un petit ténoliseur, de recréer vraiment une poche pour faire sortir le pus par un massage. Donc ça, c'est le premier geste qu'on peut proposer. S'il a échoué, on peut enlever une petite lamelle d'ongle. Il faut juste avoir l'instrument pour passer sous l'ongle avec un petit ténoliseur. Puis ensuite des ciseaux pour aller jusqu'au bout, pas juste à la hauteur du rose, mais à la hauteur du blanc sous la peau, pour retirer une petite lamelle. Ça permet de sortir le pus, mais aussi de garder le drainage ouvert. C'est ça souvent le problème. On arrive à tirer, mais tout de suite ça se ferme. Donc en général, quand on a soulevé dans la technique 1, tout à gauche, on essaie de laisser quelque chose, un petit gant, un pen rose, une petite mèche. Et idéalement, les bains, ils devraient continuer. Idéalement, la prescription devrait contenir un petit pansement, bétadine au gant, et puis il continue ses bains. Ensuite, tout à droite, surtout pour les paronychies chroniques, aussi pour les grosses paronychies qui ont envahi tout le repli dorsal, qui sont allées sous l'ongle. Ça paraît un peu barbare, mais en fait, c'est deux petites incisions. On soulève, on met un petit gel honnête en suture, puis 3 jours après, donc là, il peut faire ses bains, puis 3 jours après, on coupe les deux fils, sans anesthésie, on coupe les deux fils, on remet la peau sur l'ongle avec un petit gel honnête. Et puis ça permet vraiment de résoudre les problèmes de paronychie chronique. Et on ne laisse pas cette partie qui lie la peau à l'ongle, parce qu'on allait sur les côtés. On n'a pas touché à l'ongle. Donc c'est des évolutions qui sont parfois plus rapides tout à droite qu'au milieu avec l'ablation d'un ongle. Les pièges, donc dans la paronychie, on a dit que les germes allaient parvenir à l'intérieur du corps sous la cuticule, dans le repli cutané dorsal. Si on ne fait rien, ils vont faire une thermohypodermite qui, elle, va progresser. Donc on aura deux choses, on aura une collection abcétée et une thermohypodermite qui peut descendre ensuite sous l'ongle, et puis qui peut aussi aller dans l'os,
et passer en palmaire. Donc une paronychie non traitée peut se transformer en panarie. Le panarie de son côté, souvent on n'a pas de porte d'entrée. Dans la plupart des cas, on n'a pas de porte d'entrée. C'est comme si les glandes sudoripares et autres s'infectaient, puis les germes passent dedans. Des fois, on a une toute petite brèche, mais souvent c'est tout petit, parce que dans les plaies, en général, voilà, on peut drainer. Le problème là, c'est qu'il n'y a pas de drainage. Donc l'infection va progresser. Plus il y a de tuméfaction, moins il y a de circulation qui arrive, moins de circulation, moins de globules blancs, et l'infection se propage. Elle peut se propager vers proximal, vers la gaine du tendon fléchisseur, donner un fléquement de la gaine. Donc quelqu'un qui a mal sur la poulie A1 après un panari, bah, c'est clair que c'est une urgence. Le chirurgien qui va opérer le panari, il faut qu'il fasse attention de ne pas léser la gaine, parce que de manière iatrogène, il peut enfiler des germes d'une région sous-cutanée à un espace péritendineux. Et puis, ça peut aussi aller dans l'articulation, faire une arthrite septique. Le diagnostic de l'arthrite septique, une fois que tout est enflammé, est un peu difficile. On aime bien faire la torsion axiale. Si la torsion axiale est douloureuse, on se dit, dans n'importe quelle articulation du corps, hein, on se dit c'est probablement une arthrite septique. Et ça peut aller vers dorsal, donc dans les deux sens. Est-ce que sur ce sujet, il y a des questions brûlantes? On passe au suivant. Oui. Juste concernant oui. l'anesthésie, oui. Est-ce que vous pourriez nous rappeler les techniques pour oui. correctement anesthésier un doigt? Oui. Donc déjà, pour faire le moins mal possible, ce qu'on enseigne aux étudiants en médecine, c'est, on explique bien ce qu'on va faire aux patients. 2, on utilise la plus petite aiguille possible, le mancette gauche. 3, on dilue notre xylo avec du bicarbonate, donc 1 pour 10 ou 2 pour 10 de bicarbonate. Ensuite, une fois qu'on a désinfecté, on pique rapide, on ne bouge pas, on injecte un peu sous-dermique, après avoir aspiré pour être sûr qu'on n'est pas intravasculaire, on attend, on ne bouge pas du tout. Puis l'idée, c'est d'éviter les bagues, parce que c'est déjà un doigt qui a de la peine à se drainer au niveau veineux et lymphatique. Donc on va plutôt piquer entre les commissures, anesthésie commissurale, plutôt qu'en bague autour de P1. Et puis on fait 2 piqûres. Ça ne fait pas si mal hein, entre la commissure, hein, cette partie de la peau qui descend, au milieu, à 45 degrés, 1 cm environ, on a le nerf. On va avoir effectivement 2 doigts qui vont être anesthésiés, mais ce n'est pas un problème. Et puis si on doit bouger en profondeur, retirer sous-dermique, bouger, avancer. Mais en gros, c'est piquer rapide, injecter lent, et puis toujours injecter avant d'avancer, pas aller dans une zone où c'est pas encore anesthésié. Voilà. Juste qu'on m'a parlé aussi d'une oui. infection palmaire. Voilà, ce qu'on appelle intratécale, donc il faut vraiment être très propre pour ne pas mettre des germes dans la gaine, c'est vraiment un milieu stérile. Si vous mettez 2 germes là-dedans, ça explose. Il n'y a pas de globules blancs, c'est chaud, il y a du liquide. Dans une articulation ou une gaine tendineuse, il faut faire gaffe au niveau de la stérilité. Ça, c'est le premier point. Ça fait un peu plus mal de piquer en palmaire que dans les commissures, mais effectivement, si on le met proprement, 1 ou 2 millilitres dans la gaine, le liquide va diffuser le long de la gaine, va prendre vraiment toute la longueur des nerfs. C'est une bonne anesthésie qui va durer. Les deux sont possibles. D'autres questions sur les infections distales de doigts? On passe à la suite, puis on réserve la discussion pour la fin. Docteur, j'ai mal au poignet, j'ai chuté et j'ai mal. On peut distinguer les fractures du scaphoïde en 2 grands groupes. Celle où on peut se permettre un plâtre et celle où il faut absolument opérer. Donc à gauche, une fracture du tiers moyen qui est visible sur une des incidences spécifiques du scaphoïde qui en comporte 4. On parle de fracture in situ. On a beaucoup de peine à la voir. Il faut plisser un peu les yeux. Donc une fracture qui est bien visible comme à droite, elle est déplacée. Si elle est trop bien visible, on est à 5 mètres de l'écran, on la voit, c'est qu'elle est déplacée. Si on a de la peine à la voir, elle est in situ. Si on a un doute, on fait un scanner pour voir la quantité de déplacement. Mais si elle est in situ, on peut se permettre de traiter conservateur. Au départ, pas de plâtre circonférentiel, juste une attelle palmaire, puis on prend le pouce, non pas parce que la mobilité du pouce va faire quelque chose sur le scaphoïde, mais parce que les inclinaisons latérales vont être mieux bloquées. Donc attelle palmo-radiale, 2 semaines, puis après on passe à une manchette complète circulaire, laissant tous les doigts libres, y compris le pouce cette fois, parce que c'est bien immobilisé. En général, pour un tiers moyen, on va facilement sur 2 mois d'immobilisation.
La raideur ne nous fait pas peur. Ce qui nous fait peur, c'est le manque de consolidation du scaphoïde qui peut mener à la pseudarthrose. Pseudarthrose qui peut mener à l'arthrose du poignet quand on a trop de frottement des fragments qui bougent l'un par rapport à l'autre. Tiers distal, s'il n'y a pas un gros escalier avec le trapèze, conservateur, beaucoup moins longtemps, 4 à 6 semaines. Ils peuvent faire mal longtemps dans les activités. Voilà, ça c'est tout le conservateur. Chirurgie, quelque chose qui est déplacé, il va avoir un haut risque de ne pas consolider. Donc on leur propose une petite incision, souvent, soit en palmaire, soit en dorsale, on fait en percutané, et puis on peut redresser le scaphoïde, le mettre en place, et puis mettre une vis qu'on arrive, c'est une vis cannulée, donc on met une broche, puis on enfile la vis autour de la broche, on enlève la broche, la vis reste dans le scaphoïde, sans tête, et juste, elle met en compression les deux fragments. Et puis le pôle proximal, plus vous allez proximalement, moins ça va guérir. Donc les pôles proximaux, ils ont un haut taux d'échec de guérison naturelle, et on propose la fixation. Le patient qui dit non, je ne veux pas de chirurgie, on va le traiter comme ça, mais souvent 3 mois, avec un haut risque de pseudarthrose. Quelqu'un qui a mal au poignet, cliniquement, on va palper, peut-être on peut le faire sur vous-même, vous avez le pouls radial, la première proéminence osseuse vers le pouce, tubercule palmaire, on fait l'autostop, tabatière anatomique tout au fond, en inclinaison radiale, on aura le tiers moyen, et puis en dorsale, tubercule de Lister au dos du radius, 1 cm plus loin, en flexion du poignet, le pôle proximal. Donc on a 3 faces palpables. Si une de ces 3 faces fait mal, suspicion clinique de fracture, ou si l'inclinaison unaire fait mal dans cette région-là. Si c'est le cas, radiographie scaphoïde 4 incidences, soit on voit la fracture, puis après on regarde est-ce qu'elle est proximale, est-ce qu'elle est déplacée ou non. Si on a un doute sur le déplacement, encore une fois scanner. S'il n'y a pas de fracture, on va garder la boîte de suspicion de fracture occulte. Suspicion de fracture occulte, ça veut dire il y a possiblement une fracture, je ne l'ai pas vue, elle va apparaître probablement avec la lisse fracturaire après 2 semaines. Je vais faire comme s'il y avait une fracture, je plâtre, donc palmo-radial, et je fais tout pour stimuler le patient à arrêter maintenant de fumer. Dernier moment, c'est 2 groupes différents, ceux qui fument, ceux qui ne fument pas. Dans les fractures scaphoïdes, c'est clair, c'est comme dans toutes les fractures diaphysaires des os longs. Et puis juste encore cette diapo tout à gauche, c'est pas parce qu'on voit pas de fracture dans une absence, on est dans la situation, il n'y a pas de douleur du scaphoïde, donc on suspecte une entorse du poignet ou une fracture du radius distal, une radiographie face profil, il y a une fracture du radius, on va la traiter comme telle, il n'y a pas de fracture, on va garder le diagnostic d'entorse. Et pour faire avancer les choses, on va le plâtrer en urgence. Ça peut être 5 jours, 1 semaine, 2 semaines, mais les entorses sont, il ne faut vraiment pas les banaliser. Maintenant, on revoit le patient 2 semaines après, on refait obligatoirement des radios. Parce que si on a eu la suspicion en urgence, alors cette suspicion, elle reste, puis on compte sur ces radios-là de dire est-ce que la lise maintenant va apporter une visibilité de la fracture. Soit il y a une fracture, c'est facile, soit il n'y en a pas, et le patient, il est indolore. On considère qu'on l'a traité 2 semaines pour une entorse de poignet. Soit il reste douloureux, et puis là on demande une IRM. Soit cette IRM, elle confirme la fracture, soit elle l'infirme. Est-ce que sur les fractures de scaphoïde, il y a un doute ou une prise en charge qui est un peu... Une IRM, on pourrait aussi faire pour... en urgence, hein? Non, pour confirmer en fait la fracture du scaphoïde. À quel moment? Donc là, on la propose à 2 semaines. Plutôt que le scanner? Non, alors c'est 2 choses différentes. Le scanner, il va nous dire, sur une fracture qui a été diagnostiquée par des radios standards, est-ce qu'il y a un déplacement ou non, si on a un doute. L'IRM est meilleur pour détecter la fracture. Il y a il y a plus de faux négatifs sur un scanner lors d'une fracture occulte. Et puis sur le chat, on nous demande quels sont les types de traumatismes typiques. Alors, typiquement, c'est un poignet qui est allé à plus de 90 degrés derrière. C'est le gardien de foot qui a rattrapé le ballon sans être déjà en contraction de ses muscles. Et puis son poignet part derrière, puis il dépasse 90 degrés. Et là, le scaphoïde, il est pris
sur la lèvre dorsale du radius et il claque. Les chutes à vélo, chutes à roller, c'est souvent un peu accéléré. Hein, c'est souvent pas chute de sa hauteur. C'est chez les jeunes, avec un sport qui est un peu rapide, souvent patin à glace, patin à roulette. D'autres questions ou on passe à la suite? Pour l'instant, pas. Docteur, je me suis coupé au doigt. Évidemment, on fait la distinction entre les plaies palmaires et plaies dorsales. Plaies palmaires, on aime bien les voir, nous. Parce qu'il y a en fait des complications à la fois infectieuses. Dès qu'il y a quelques germes qui sont allés dans la gaine du tendon, si on fait un rinçage en profondeur tout de suite, on est bon. Si c'est allé dans les articulations, idem. Puis des fois, il y a des lésions partielles, tendineuses, nerveuses, qui sont difficiles à distinguer cliniquement. Donc, de manière générale, on dit voilà, s'il y a un chemin de dispo, il va être opéré assez rapidement. On va mettre un pansement bétadiné, on l'envoie. S'il ne peut pas le voir avant 24-48 heures pour différentes raisons, c'est mieux si la plaie est un peu souillée, anesthésie locale, parage, donc pincette, bistouri, on enlève 0,5 mm de chaque berge pour enlever le volume des germes qui ont été lavés sur la plaie. Rinçage profond, juste un point de suture pour éviter que les structures profondes sèchent. Et puis ensuite, exploration adéquate au bloc opératoire. Les plaies dorsales, soit l'extension active elle est complète, soit il y a déjà un déficit. S'il y a un déficit, soit vous vous sentez compétent pour faire une suture tendineuse, puis vous entreprenez le patient, ce qui arrive. Non, il y a des généralistes en montagne qui font beaucoup de choses. Soit l'extension est complète et vous sentez apte à explorer la plaie et à dire oui ou non, il y a une lésion tendineuse, et si oui, quel pourcentage de la largeur du tendon. Le seul risque, c'est une lésion à 100% de la bandelette médiane. Le patient, il arrive tout à fait à bouger parce qu'il y a ces bandelettes latérales qui sont encore bien dorsales. Et puis, comme on en a parlé dans la rupture de la bandelette médiane par luxation palmaire, petit à petit, s'installe un doigt en boutonnière, et puis ça, c'est terrible à rattraper. Donc, ça ne pose pas de problème. Les urgentistes, là, au CHUV, ils ont été formés pour anesthésie locale, parage, rinçage profond. Ils explorent. Le tendon, il est intact, il ferme. Il est suivi pour une plaie. Il y a une lésion partielle. Elle est moins de 50%. On peut le laisser comme ça. Par contre, il va être protégé en ergothérapie pour éviter que la plaie tendineuse s'étende. Où il y a une lésion totale, soit il se sent à même, il la répare, soit il nous l'envoie, donc juste un petit point, et puis il nous l'envoie pour suture. Il y a deux choses qu'on n'aime pas, c'est que la plaie est allée dans l'articulation, donc crise d'arthrite septique, et puis le tendon extenseur qui est coupé soit complètement pour une bandette médiane, puis il ne se voit pas, ou partiellement, mais quasi à 95%, puis il va lâcher secondairement. Dans la documentation de manière classique, le site la taille, surtout dans les plaies palmaires, est-ce que c'est vascularisé? Ça ne suffit pas d'avoir un doigt bien coloré. 2 artères coupées en palmaire et des veines conservées en dorsale. Au bout de quelques secondes, ça vous fait un doigt un peu rosé. La photo par WhatsApp envoyée au Schirma. Non, c'est bon. Vendredi soir, on l'attend. Lundi matin, puis le doigt, il a souffert pendant le week-end et il doit être amputé. Donc, ça ne suffit pas. La couleur, c'est une bonne chose. Retour capillaire, il doit être exactement comme les autres doigts. Chaleur avec le dos de vos doigts. Et puis, ça tue si vous avez au cabinet. Tendon sous-jacent, on aime bien faire la mobilité, donc l'amplitude active, mais contre résistance et sans douleur. Ça nous dit pas mal de choses sur l'intégrité des tendons. La sensibilité, on fait juste en frotter. On ne fait pas l'examen neurologique avec vibration, chaleur. Contrairement aux neurologues qui ont des cordons dans la moelle épinière, nous, on a des troncs où soit ils sont coupés, soit ils ne sont pas coupés. Donc, si le frottement est perturbé, il y a une suspicion, il n'y a pas besoin d'avoir une anesthésie. Donc, si le frottement est perturbé, hop, suspicion de lésion nerveuse, on va explorer, suturer sous microscope, même des lésions partielles. On aime bien le faire dès que possible, mais avant 4 jours, parce qu'après, le nerf se rétracte, il y a du tissu de granulation qui vient autour. Donc, frotter les hémipules, il faut que ce soit 100%.
Et puis, pas oublier les muscles. Hein, quand on a une plaie, un tintamen au poignet, ben, on a des muscles en distal. Donc, le diagnostic de l'atteinte motrice du nerf se fait en examinant les muscles qui sont distalement à la plaie. Quelques plaies à parer obligatoirement, les morsures. On va vraiment parer, ça veut dire enlever ces germes, rincer, ne pas fermer. Des plaies contaminées, des plaies contuses. On recrée une plaie fraîche et propre avant de suturer. Juste quelques diapos sur le cas spécifique de l'amputation très distale. On n'arrive pas à réimplanter, où on pourrait, mais les choses peuvent aller beaucoup plus vite comme ça. On faisait beaucoup de petits lambeaux sur ces amputations distales. On a arrêté, même si l'os est exposé, ce n'est pas un problème. Il y a quelques principes à retenir. Le premier, c'est que si on veut mettre un pansement occlusif, il faut que ce soit propre. Donc, en urgence, il faut vraiment anesthésier, frotter à la compresse, être sûr que tous les germes soient loin. S'il y a un doute, on va débrider. Il faut vraiment que les tissus soient propres. Il ne faut pas que l'os dépasse, il faut qu'il soit à niveau. Une fois qu'on a obtenu ça, ça va saigner pas mal. Donc, si on met un pansement occlusif en urgence, on va se retrouver avec un doigt macéré. Donc, 24-48 heures, petit pansement non adhérent, et pas forcément complètement collé, hein, juste avec un petit espace. Il y a du sang qui va se mettre, on va garder cet hématome. C'est notre cadeau de la nature. Cet hématome, il va se transformer en tissu de granulation, et ce tissu de granulation, il va être envahi par des vaisseaux, des nerfs, et des cellules qui vont migrer par-dessus de la peau. Et on va même se retrouver avec des dermatoglyphes, hein, donc les sillons de la peau, une sensibilité qui est tout à fait correcte, et un rembourrage pulpaire. Alors que si, à 24-48 heures, on enlève cet hématome, puis à chaque fois, l'infirmière, elle enlève, désinfecte, ça c'est fini. On va avoir l'os à nu. Pansement occlusif, 2 fois 5 jours, laissé en place. Ensuite, on met de l'aquacelle argent, évidemment un ongle qui est un peu raccourci, mais des bons résultats fonctionnels. Actuellement, toutes les amputations très distales se font à peu près toutes comme ça. Est-ce que sur le domaine des plaies, il y a des choses qui sont... ouais. Ça n'existe plus. Il y avait cette limite des 6 heures, mais si on recrée une plaie fraîche et propre, on peut le faire n'importe quand. Ce qu'on va éviter de suturer, c'est les plaies très contaminées, les infections, les morsures humaines ou d'animaux, ça on les laisse ouverts, à part sur le visage. Une morsure sur le visage, une plaie contaminée, on va bien la débrider, fermer, antibiotiques, mais ailleurs on va laisser ouvert. Dans les amputations, oui. Est-ce qu'on met dans de la glace et puis on envoie au chien de l'arme toujours? Donc, ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est mettre un contact entre l'amputa et la glace, sinon on ne peut plus utiliser l'amputa. Il a été gelé, c'est cristallisé, puis à la décongélation, il y a toutes les cellules qui explosent, donc ça c'est inutilisable. Vaut mieux quelqu'un qui amène son bout de doigt dans un mouchoir, dans sa poche, puis il vient aux urgences, plutôt qu'il sorte le pack de glace et il pose dessus. Mais si c'est un milieu hospitalier, idéalement, nettoyer un tout petit peu, hein, s'il y a de la terre, mettre dans une compresse humide, dans un petit sachet, fermé, dans de l'eau fraîche. Si dans cette eau, on peut mettre des glaçons, tant mieux. Oui. Quand on a une morsure de chat avec une oui. vraiment très puntiforme, est-ce qu'il faut rincer avec la bétadine? Est-ce qu'il faut un peu parer la plaie quand même? Oui. Je vais vous raconter juste une petite anecdote que j'ai eue il y a 2 jours quand j'ai traité pour un autre problème en vétérinaire. J'ai dit, mais vous faites quoi quand vous faites mordre par un chat? Lui et ses collègues prennent systématiquement un antibiotique 1 minute après, tout de suite. Après la première génération de multiplication bactérienne, le corps il a déjà ses antibiotiques et il ne consulte jamais. Les patients qu'on a, c'est toujours chirurgical, toujours. C'est c'est déjà un stade où c'est collecté, où s'il y a une thermohypodermie qui est en train de se mettre, les antibiotiques ne vont pas être efficaces. Donc, en plus des antibiotiques, on va parer, donc vraiment anesthésie locale sur chaque morsure, et puis pincette bistouri, on enlève la peau qui est la plus contaminée, on rince en profondeur en faisant attention de ne pas créer des espaces là où il n'y en avait pas. Hein. On rince là où il y a un espace, parce qu'on peut aussi tout à fait mettre des germes à des endroits où il n'y en avait pas. Et puis ensuite, antibioprophylaxie, pas de prélèvement, mais antibioprophylaxie minimum 5 jours. Et en fonction des symptômes, on va faire plus que 5 jours. Mais les morsures de chat, on en a chaque semaine au centre de la main.
c'est terrible. Hein. Il y a beaucoup qui finissent hospitalisés avec des phlegmons, donc il faut aller rapidement. Une morsure de chat avec du pastorella, c'est en 4, 6 heures, 8 heures, le patient il ne peut plus tenir tellement il a mal. Hein. Ça peut aller très très vite. Oui, d'autres. Oui, oui. Bonjour, question concernant plaie dorsale de main avec déficit d'extension. Oui. Quand le tendon est coupé, de vous envoyer un patient en à quel délai? Tout de suite. Alors, on a un centre de la main qui est ouvert de 7h30 à 18h. Il faut qu'il vienne dans cette période-là. Après la nuit, il est vu aux urgences du CHU. Entre la prise en charge que vous avez faite et aux urgences là, il n'y a pas, je pense, une grande différence. Il faut qu'ils viennent aux heures de bureau chez nous. Mais on n'aime pas du tout les arthrotomies. Donc là, il faut qu'elles soient rincées très rapidement. Après, la durée pour suturer un tendon, ça, on a quelques jours. C'est plutôt le problème infectieux. On a vraiment envie de sortir le maximum de germes le plus rapidement pour éviter la surinfection. C'est surtout ça. Le tendon, on peut le suturer les 4 premiers jours, il y aura pas les 5 premiers jours, il n'y aura pas d'attitude chirurgicale différente. Merci. Oui. Puis, on a 2 questions dans le chat Oui. Concernant les antibiotiques. Oui. La première, c'est à quel moment vous préconisez des antibiotiques en cas de plaie? Et la deuxième question, c'est quel antibiotique en cas de suspicion de pastorella? Ouais. Donc, pour la première question, les guidelines en général, hors de la main, nous disent que si on a fait un barrage lavage, il n'y a pas besoin d'antibiotiques. Dans la main, traditionnellement, on laisse quand même 2-3 jours d'antibioprophylaxie Péros augmentin. Pastorella, on ne sait pas toujours à l'avance. En général, on va sur de l'augmentin, morsure de chat augmentin. On n'hésite pas à aller sur du 3 fois 1 gramme Péros. Si l'infection est déjà présente, on leur donnera une dose IV de point d'augmentin, puis on suivra par 3 fois 1 gramme Péros. Jusqu'à résolution des douleurs. Des fois, ça peut prendre longtemps pour les morsures de chat. Des fois, ça peut prendre 2 semaines d'antibiothérapie. Il nous reste 5 minutes. On a 5 petites minutes. Je ne sais pas s'il y a des thèmes autres en chirurgie de la main ou les 4 thèmes qu'on a évoqués là qui vous intéresseraient.